Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, ici Jean-Marie Vianney. Donc, vous regardez Vivre ensemble. Bienvenue à la télévision Rogers. À cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Boulou Ebanda de Berry, professeur à l'Université d'Ottawa en communication. Bonjour, professeur, et bienvenue à l'émission. Bonjour, Jean-Marie. C'est un plaisir de m'inviter ici et de me recevoir. Alors, pour nous, quand on reçoit un professeur, surtout que nous sommes dans un médium, un média, donc la télévision, on nous pose la question quand même de savoir quel est l'état des médias aujourd'hui pour un professeur de communication. Est-ce que nous faisons le travail qu'il faut? Une question. C'est très compliqué. Hein? Bon, écoutez, les médias, c'est bien de dire les médias parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui sont des médias d'État, des médias privés, et même aujourd'hui des productions individuelles. Hein? Dans les sous-sols, il y a plusieurs personnes qui font maintenant la production médiatique. Et avec le médium d'Internet, vous imaginez que les médias, ils sont innombrables. Il y a des médias écrits, des médias électroniques. L'Internet est venu chambouler tout. Hein? Il y a ce qu'un de mes collègues appelle la révolution de l'Internet, Web Revolution. Voilà, c'est ça. Donc, non, est-ce que les médias font leur travail? Je pense que distinctivement, chacun de ces multiples formes de médias essaye de faire ce qu'il doit faire. Dans la mesure de ses possibilités. Dans la mesure de ses idéologies. Pas nécessairement de son possible, mais de ses croyances et de ses idéologies. Voilà. Mais vous, ça commence comment le parcours médiatique, la volonté de rentrer dans cet univers-là? Bon, moi, en tant qu'enseignant, en tant que professeur-chercheur, c'est évidemment un long parcours. Hein. Donc, il faut commencer par une formation collégiale, universitaire, et puis, bon, pour devenir professeur, évidemment, un doctorat qui est, si vous voulez, chapeauté par une recherche sur un sujet spécifique. Et je me souviens que à mon époque, mon sujet, c'était plutôt la représentation identitaire. La représentation identitaire. Voilà, un sujet contextuel. Voilà, ça revient encore aujourd'hui. La représentation identitaire à travers un média qui s'appelle le cinéma. Et le cinéma noir particulièrement. Comment l'identité du noir ou de l'homme noir était-elle représentée à travers ces médias-là? C'est ce qui m'avait intéressé. Ma thèse doctorale, justement, porte sur ça. Et à ce moment-là, les résultats que vous avez reçus, si on les comparait avec la situation actuelle, on ferait quel bilan? Bon, la situation actuelle par rapport à la représentation, bon, le bilan est mitigé, hein, même si ça fait, bon, je ne vais pas vous trahir, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que j'ai terminé ma thèse, mais bon, ça continue toujours, on peut continuer à poser la même question aujourd'hui. D'ailleurs, j'en pose dans mes cours actuels. Et il y a des avancées, mais il y a encore des améliorations à apporter dans cette question de la représentation. Les défis sont où au niveau dans vos recherches et dans ce que vous avez constaté? Bon, si vous voulez, mes recherches essayaient de voir comment, à travers des espaces spécifiques en Afrique et en Occident, notamment aux États-Unis, l'homme noir était représenté au cinéma. Et un de mes résultats invoquait la notion de résistance. Et au-delà de la résistance, invoquait aussi la notion de c'est surtout en anglais, mais agency, agencement. Agencement, Voilà. Et ce que j'ai pu
déterminer, c'est que malgré les défis, les Noirs arrivaient quand même à utiliser cette créativité qui est dans l'agencement. Donc la créativité restait le fil conducteur. Exactement, elle restait le fil conducteur de leur suivi dans des espaces d'oppression, hein, dans des espaces notamment d'oppression, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis. Parce que l'Afrique, ne croyez pas, même pour le noir, peut être un espace d'oppression. N'est-ce pas? Même si l'Afrique est fondamentalement dominée par les Noirs. Il y a le stéréotype qu'on appelle le continent noir. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, fondamentalement dominé par une population noire. Mais il y a les populations arabes, il y a les populations blanches, un peu partout, asiatiques, indiennes. Voilà, l'Afrique est multiculturelle depuis sa naissance. Hein. Voilà, donc... il y a donc des espaces d'oppression pour le noir, même en Afrique, mais aux États-Unis ou dans les Amériques particulièrement aussi. Voilà. Donc ça doit être un défi pour les agents et les agents de communication, de véhiculer la communication pour parler de ces différents enjeux. Mais le titre de votre émission, me semble, c'est Vivre ensemble. Oui. On ne poserait pas cette question s'il n'y avait pas de nécessité de la poser. N'est-ce pas? Elle invoque déjà comme question, comme sujet ou comme thématique une notion problématique. Oui. N'est-ce pas? Problématique, pourquoi? Parce que quand on se met en couple, là on a des règlements tacites. On sait comment faire pour vivre ensemble. Mais dans un système macro-sociétal, c'est pas facile de vivre ensemble. En effet. C'est pour cela qu'il y a des tensions, il y a des rapports de pouvoir. Il y a évidemment des éléments sur lesquels il faut réfléchir pour qu'un vivre ensemble soit réussi. La réflexion est-elle, à votre avis, beaucoup plus avancée aujourd'hui qu'il y a un certain temps, où on est beaucoup plus éveillé culturellement à noter ces manquements? Bon, je suis optimiste, mais je ne veux pas jouer à un optimisme naïf. Il y a de gros défis aujourd'hui encore. Dans une société comme le Canada, il y a dans des institutions canadiennes, il y a encore de gros défis pour justement instaurer ou dépasser la réflexion du vivre ensemble. Parce que le but étant de dépasser, de ne plus pouvoir de vivre sans nécessairement avoir à penser que est-ce que j'agresse ou je n'agresse pas l'autre, n'est-ce pas? Voilà. Et cela interpelle parfois l'utilisation de certains mots, l'utilisation dans certains contextes. Pour certains qui sont des mots à ne pas utiliser, des mots à utiliser pour, n'est-ce pas, se souvenir de ne plus les utiliser ou de rappeler le contexte. Voyez-vous, là c'est le nœud du problème. Comme humain, notre relation au langage a beaucoup évolué dans le temps. Comme humain, les choses qu'on disait au XVIIIe siècle, on n'en parle plus aujourd'hui. Donc la relation au langage a beaucoup évolué parce que le langage n'est pas naturel. Il n'y a rien de naturel dans le langage. En réalité, le langage, c'est un construit. C'est nous, les humains, qui construisons le sens dans les mots et dans le langage que nous utilisons. La preuve en est que les mots comme web et tout ça n'existaient pas il y a quelques temps. Il y a quelques temps. Mais au-delà de ça, parlons des mots difficiles. Les mots comme homosexuel. C'est ça, noir. Quand le sens qu'on le donnait il y a juste 20 ans n'est plus le même aujourd'hui. Ou bien le mot comme noir. Le sens qu'on donnait au noir n'est plus pareil comme aujourd'hui. En réalité, à un moment donné de l'histoire, vous et moi, nous étions des meubles. N'est-ce pas? Nous étions des propriétés de personnes qui pouvaient nous manipuler, nous utiliser, faire de nous ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on n'est plus ces propriétés. Ce que j'essaye de dire, c'est que le sens dans le langage a évolué. Avant, ce territoire qui est notre territoire de résidence aujourd'hui, c'est le territoire des indigènes. Les indigènes de ce territoire, on les appelait des sauvages à un moment donné. Aujourd'hui, on ne peut plus les appeler des sauvages. Donc la relation au langage a évolué. Les Esquimaux, ils nous ont dit non, nous sommes des Inuits. Nous n'avons jamais été Esquimaux. Donc la question identitaire dans le langage est importante. Est
très importante. Elle est au centre. Elle est au centre de la relation du vivre ensemble. Si je veux vivre avec vous et que vous utilisez des mots qui me blessent, on ne pourra pas vivre ensemble. Oui. Il y a des tensions. Mais et aussi, si on vit ensemble, où nous devons partager le même espace et que vous me faites mal, et que vous continuez à me faire mal, et que je vous dis, mais attention, vous êtes en train de me faire mal, et vous vous dites, non, je ne suis pas en train de me faire mal, il y a un problème. Oui. Donc, dans ça, ce qui revient, c'est la notion de respect. Il faut, pour vivre ensemble, il faut se respecter. Oui. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas vivre ensemble. Et donc, dans un volet de communication, un rôle de communicant, de passage de témoin à la nouvelle génération dans lequel vous êtes, ça doit être un challenge de tout le temps être capable de se renouveler en fonction des situations, des contextes. On fait comment? C'est fou parce que je venais d'écrire un petit texte pour justement destiné à un journal de l'université. Et dans ce texte-là, je parlais du féminisme. Et je disais, en regardant ce qui se passe au sud de la frontière, en voyant les décisions judiciaires par rapport aux avortements. Par rapport à la notion d'avortement. J'ai l'impression qu'il faut encore rappeler à mes étudiants de ne pas croire qu'ils sont assis sur des acquis indélébiles qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Voilà, parce que ça peut arriver ici. Il faut rester en veille. Il faut rester toujours en état de veille. Parce qu'effectivement, ces questions-là peuvent revenir nous hanter en fonction de la perspective idéologique de la personne qui est au pouvoir. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une question de relation au pouvoir. La relation au pouvoir est fondamentale. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas nécessairement partager ou perdre l'espace qu'ils occupent en ce moment. Ceux et celles qui sont au pouvoir veulent garder, maintenir leur pouvoir. Ils ont le pouvoir de nommer, ils ont le pouvoir de décider, ils ont le pouvoir de faire du reste ce qu'ils veulent, mais sans nécessairement articuler leur pouvoir comme si c'était une domination. Faire et défaire en même temps. Oui, exactement, mais en réalité, ça en est une. Et c'est une domination parce que c'est un pouvoir qui décide de la vie sociétale, du vivre ensemble. Et des termes de ce vivre ensemble. Et donc, avant que nous allions à la pause, parce que dans la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder de fond en comble la notion de vivre ensemble. On voudrait avoir votre point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Vous avez commencé déjà à nous donner comme des filons. Mais donc, dans votre cadre universitaire, certains parlent de liberté académique aussi. Hein? Oui, ça c'est une notion. Je suis content que ça vous fasse sourire. Ah oui, je suis dans une position, je suis professeur des universités, j'ai besoin de ma liberté académique. Mais en même temps, est-ce que ma liberté académique me donne le droit de mettre le couteau dans la plaie d'un de mes collègues ou d'une de mes étudiantes ou un des deux... Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut croire que la liberté académique, elle a été faite par certains individus. D'ailleurs, j'ai commis un papier là-dessus qui parle clairement de ma position, de dire arrêtons cette histoire de liberté académique, elle n'est pas tombée du ciel. C'est une construction humaine et surtout c'est une construction d'hommes. Et je dis d'hommes au masculin, à un petit H. Et ils étaient très très limités, ils étaient certainement tous blancs et ils étaient certainement tous des chrétiens. Alors en termes d'inclusion, c'est une liberté très exclusive. Elle n'est pas une liberté qui inclut d'autres perspectives, d'autres positions, d'autres points de vue qui sont toutes ou tous aussi valables. D'accord? Donc il faut la questionner, cette liberté. Si vous permettez, professeur Boulou et Banda de Berry, nous allons prendre une courte pause. Et puis nous allons revenir donc avec la notion du vivre ensemble à la deuxième partie de l'émission. Donc vous qui êtes à la maison, ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause avec l'émission Vivre ensemble. Nous sommes accompagnés du professeur Boulou et Banda de Berry, donc professeur à l'Université d'Ottawa en communication.
Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Cette semaine, je fête mes 45 ans. Et avec Rachel Prou-McMahon, on va parler de la beauté dans notre quarantaine. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Vivre Ensemble, je suis accompagné du professeur Boulou et Banda de Berry, donc professeur à l'Université d'Ottawa. Professeur, j'aimerais qu'on aborde maintenant dans la deuxième partie de notre émission la notion du vivre ensemble. Pour vous, qu'est-ce que cela signifierait et puis comment est-ce que dans votre vie au quotidien, d'homme noir, de professeur, de père, peut-être de sportif ou autre, tous les chapeaux que vous portez, comment est-ce que vous travaillez avec cette notion de vivre ensemble? Bon, j'avais dit à la première partie qu'il s'agissait à la fois de regarder ou d'aborder la notion à travers au moins deux façons ou deux perspectives. Dans ma famille, j'ai un vivre ensemble, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une intergénérationnalité de personnes. Il y a des jeunes, des vieux, de tout âge, n'est-ce pas? Et nous devons communiquer. Ouais. Nous devons vivre ensemble pour pouvoir éviter des frissons et pour pouvoir continuer notre démarche de la vie de tous les jours. Ça, nous avons nos règles tacites. Ce n'est écrit nulle part. N'est-ce pas? On est là, on vit ensemble. Dans un système institutionnel, il faut aussi vivre ensemble. Il y a des règlements qui sont à la fois des règlements de société, mais il y a des règlements aussi institutionnels, donc qui nous permettent de fonctionner dans le vivre ensemble. Maintenant, il faudra qu'on aille un peu voir comment ces règlements institutionnels permettent ou ne permettent pas de vivre ensemble. Donc le vivre ensemble devient, ma foi, une véritable problématique parce que nous pouvons retrouver que dans ces règlements, il y a un dysfonctionnement des réalités qui ne tient pas compte de la complexité et des identités qui font partie des personnes qui occupent l'espace institutionnel. Et ce dysfonctionnement, est-ce que, d'après vous, il est une des caractéristiques de ce dysfonctionnement transparaît par la notion des privilèges? Ah, bien sûr, oui. Oui, évidemment, c'est une des notions. Parce que ce qui est très intéressant présentement, et je ne fuis pas le débat au Canada, mais les États-Unis nous donnent toujours le là. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe aux États-Unis présentement et de voir comment le dysfonctionnement légitime des États permet un dérèglement sociétal qui touche aux libertés individuelles. Les libertés qu'on croyait acquises. Et c'est la même chose. Bon, je vais vous dire, à l'Université d'Ottawa, il y a certainement des questions dysfonctionnelles dans la réglementation qui permet que certaines ont des privilèges que d'autres n'ont pas. Nous avons vu, pour parler du cas de votre université, nous avons vu lors du débat avec l'utilisation du mot en haine, la polarisation de... Exactement. Exactement. Comment utiliser le mot en haine? Qui a le privilège, le pouvoir de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Et finalement, on a vu une polarisation où certains se sont cachés derrière la notion de liberté académique pour expliquer quelque chose qui n'a rien à voir avec la liberté académique, mais simplement avec une réflexion intellectuelle. Est-ce que cela vous donne, à vous qui êtes dans cette bataille depuis plusieurs années, est-ce que ça vous donne la notion, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez optimiste, est-ce que ça vous donne la notion d'optimisme que nous avançons? J'ai l'habitude de dire que
tout dépend de l'institution, donc de la société. Ouais. Ici, nous parlons d'une institution, mais tout dépend de la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que la société veut vivre ensemble et avancer et ne pas reculer, ou la société va rester ancrée dans des idéologies dominantes qui ont causé des problèmes depuis la naissance du monde et jusqu'à aujourd'hui? Donc il y a une notion importante dans le vivre ensemble, et je voulais en parler fortement, c'est celle de la vérité. Ouais. Il faut que la vérité soit dite. Si on est incapable de dire la vérité, on reste dans ce qu'on appelle la politique de l'ambiguïté, Ouais. ou la stratégie de l'ambiguïté, où on dit une chose mais on fait autre chose. Dans la notion de vérité, il y a un proverbe africain qui dit que la vérité, c'est comme un croissant de lune. Parfois, d'un côté, il y a la lumière, de l'autre côté, il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité. Ouais. Ouais, c'est très illustratif de ce dont on parle. Est-ce que le vivre ensemble, d'après vous, et dans notre contexte canadien, nous avons encore des zones d'ombre, énormément d'endroits, des choses à travailler? Pas mal de zones d'ombre. Et moi, la vérité et réconciliation avec les Premières Nations, les premiers peuples du Canada, est un semblant de pas vers l'avant. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut aller encore plus loin. Il y a d'autres peuples Ça prend une vitesse aussi? Plus loin, plus vite? Il y a... Comme les Jeux Olympiques? Plus loin, mais plus vite. Il y a deux notions un peu importantes ici quand on parle de la vérité. Il y a des vérités qui sont importantes et il faut agir tout de suite. Mais il y a des vérités qui demandent le temps. Parce que le paquebot, c'est comme un paquebot dans la mer. Ouais. Si vous tournez trop vite, il va tomber, il va chavirer. Ouais. Alors, si on ne veut pas que notre société chavire, nous devons déjà nous dire cette vérité, accepter qu'elle est là et prendre des mesures nécessaires pour pouvoir l'amener petit à petit au bon bord, petit à petit vers une bonne direction. Alors, ce genre de vérité, elle est fondamentale. Moi, je crois en ça, mais c'est sûr que c'est décourageant parce que c'est lent. Vous savez qu'on dit aussi que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Je suis plutôt d'accord de dire les vérités et de ne pas être hypocrite quand on dit la vérité. Je suis vraiment fondamentalement pour la vérité, même si elle blesse. Le vivre ensemble dans le contexte de l'inclusion, la diversité, et puis je peux aller extrapoler avec ce qu'on appelle le racisme systémique et tout ces... comment est-ce qu'on va bousculer certains? On parle du plafond de verre difficilement atteignable pour certaines personnes, certains individus. Notre société, qu'est-ce que vous voyez comme fenêtre de sortie ou des portes qu'il va falloir défoncer pour donner encore un peu plus de droits et de liberté à les individus au sein de notre société? Je pense que la vérité revient comme le pas fondamental, parce qu'elle rétablit les relations historiques entre les peuples, elle rétablit les questions de rapport de force et de pouvoir entre les peuples, elle nous permet de réfléchir et de nous regarder en face et de dire, bon Dieu de bon sang, on ne peut pas continuer ainsi. Et je pense que dans une société comme la nôtre, quand on est assis autour d'une table, il faut se poser la question si cette table-là ressemble à la société. Ouais. Si elle ne ressemble pas à la société, il y a un problème. Dans cette table-là, sur cette table, qu'est-ce que ça représente connaître son histoire pour s'y asseoir, pour prendre de place? Mais, bon, les données disent, quand la table elle est multiculturelle, il y a plusieurs perspectives et la société a plus de chances de devenir multiculturelle. Oui. C'est ce que les données nous donnent. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne les données au sein des institutions universitaires. Quand un département a une minorité, ce département a plus de chances d'avoir d'autres minorités. Oui. Donc la question est toujours d'être le premier à avoir sa minorité. À avoir sa minorité. Et à ce moment-là, donc, ça prend le courage de dire on va sortir des sentiers battus, on va établir des règles qui vont nous permettre d'attirer d'autres types de perspectives au sein de autour de notre table. Mon courage, je l'associe à leadership aussi. Ah oui, bien sûr. Donc si on veut changer, ça nous prend un positionnement de leadership. Absolument. Quelqu'un qui accepte de Absolument.
devants. Absolument. Il faut le courage du leader de dire je ne vais pas suivre le statu quo, je ne vais pas continuer la même politique de l'Autriche, je ne vais pas continuer à faire la politique de l'ambiguïté, je vais véritablement agir. Et ça, ce sont des positions très très rares. Je vais vous donner une autre peut-être stéréotype. Quand notre Premier ministre actuel ici au Canada a décidé de faire de la position de la femme une position importante au sein de son gouvernement. Les gens riaient un peu, disaient « Oh, mais c'est juste de la représentation, c'est juste du symbolisme. » Oui, mais ça commence par le symbolisme pour atteindre des changements. Le fait d'avoir plusieurs perspectives de femmes dans un gouvernement donne des politiques différentes. Et c'est là que ça commence. Et donc, si je suis en position de leadership aujourd'hui et que je voudrais m'engager dans la vision du vivre ensemble, il faudrait que je m'engage à peut-être une petite chose à vouloir changer dans ce sens-là. Exactement. Et cette petite chose-là veut dire regarder autour de la table. C'est comme ça. Qui est-ce qui est absent? Qui est autour? Qui est absent? Comment est-ce qu'on peut les intégrer? Voilà. Qui est absent et comment on peut les intégrer? Comment on peut les... En fait, pas intégrer, les inviter à participer. Comment on peut travailler avec? N'est-ce pas? Pas les intégrer à penser comme nous, parce que ça, c'est un autre problème. Et le contexte historique dans tout ça jouerait quel rôle? L'histoire nous apprend que la plupart des leaders, sauf les véritables leaders qui ont changé des choses, il y en a peu, on les compte au doigt de la main. Je peux aller en Afrique, en Australie, j'en vois moins en Occident, pour vous dire la vérité. Nous sommes en faillite de ce rôle de leadership qui permet de changer véritablement les choses, qui permet de prendre un autre cap dans la représentation. Il me reste comme une minute pour terminer l'émission, professeur Boulou et Banda de Berry. Un mot, une image pour symboliser, mettre au mur le vivre ensemble, pour vous serait lequel, ou l'image? Il y a une métaphore sud-africaine qui me vient à l'esprit comme ça par hasard, au pif, qui dit le vivre ensemble, c'est d'essayer de voir les couleurs et de respecter les hommes. Et ça, c'est une métaphore de Mandela qui disait il faudra qu'on soit libre, totalement libre, pour cesser de voir les couleurs et voir les hommes avec un grand H autour de nous. En tout cas, merci encore infiniment, professeur Boulou et Banda de Berry, d'avoir pris le temps de venir nous parler. Et puis, merci de cette belle notion de vivre ensemble là. Et puis, nous, vous à la maison, on espère que vous avez apprécié l'émission. Et donc, faites-nous des commentaires et nous, on vous retrouve donc dans la prochaine fois, donc dans une autre émission du Vivre ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. J'étais content d'être avec vous. Merci au professeur Boulou. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous discuterons du plan stratégique 2023 du Centre Le Cap avec la directrice générale Rachel Gouin. Par la suite, Benoît Roy nous fera part des prochaines productions de l'organisme Théâtre Action. Finalement, vous découvrirez le chemin de vie avec Sylvie Lapointe de L2 Émergence. Tout ça et bien plus. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers.
C'est Linda Leclerc. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire où je serai accompagnée de Gisèle Nantais et où on découvrira que rire, c'est un exercice aérobique. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.